Les promoteurs du projet de train devant relier Québec et Toronto semblent avoir entendu certaines critiques puisqu'on se concentre désormais davantage sur la vitesse et la fréquence, bien sûr, pour mettre au point la nouvelle infrastructure espérée pour le milieu des années 2030. On en parle avec Martin Imblot, PDG de Via TGF. Bonsoir, M. Imblot. Bonsoir, M. Fillon. Qu'on connaissait au port de Montréal, mais vous avez quitté le port de Montréal. Oui, l'été passé. Pourquoi donc? Bien, construire la plus importante infrastructure publique depuis la voie maritime du Saint-Laurent et transformer la vie de 24 à 30 millions de Québécois puis d'Ontariens, ça a comme touché une fibre un peu sensible. Mais vous étiez en train de construire le port de Contrecœur, ce projet-là qui n'est toujours pas parti. Il est toujours important pour le port, mais j'ai fait, moi, du transport d'énergie, du transport de marchandises. Bien là, on va faire du transport de passagers puis d'êtres humains. Fait que c'est ça qui m'a attiré. OK. Alors, vous êtes rendu là. Et là, vous êtes rendu avec ce projet-là qu'on appelle un TGF, un train à grande fréquence. Mais là, vous n'aimez plus ce nom-là parce que vous voulez qu'on parle également de vitesse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous parlent de vitesse et de TGV. Est-ce que vous travaillez sur un TGV dorénavant? TGF, ça m'amenait toujours sur fréquence, fréquence, fréquence. Et des trains rapides, c'est pas juste fréquent, c'est pas juste vite, c'est tout ça à la fois. Donc, ce qu'on développe, c'est un train rapide au standard un peu européen entre Québec et Toronto, et un train électrique. Rapide, c'est deux choses. Ça prend de la vitesse et ça prend évidemment des temps de trajet qui sont réduits. Fait qu'il faut aller vite, puis il faut réduire les temps de trajet. Puis pour réduire les temps de trajet, il faut rentrer de façon efficace dans les villes et sortir, et d'avoir les tracés les plus directs possibles et avoir un nombre limité d'arrêts. Donc, c'est un train rapide. On l'appelle V, qu'on l'appelle F ou autre. On verra pas aussi rapide qu'un TGV qu'on voit dans les pays européens, particulièrement en France, notamment en France. Je ne sais pas, parce que l'exemple que j'aime donner ces temps-ci, M. Fillon, c'est le TGV que moi j'utilise le plus souvent, c'est le Paris-Amsterdam. Bien, on fait Paris à Bruxelles en 1h30 pour environ 300 km, donc 200 km/h, ce qui est ce qu'on demande à notre partenaire privé, donc d'atteindre 200 km/h. Et on fait la deuxième portion, toujours en TGV, pour se rendre à Amsterdam, pour 200 km en 2 heures. C'est rapide, mais moins. Pourquoi? Bien, parce qu'on arrête à Anvers, à Amsterdam, puis à Rotterdam. Mais les TGV, par exemple, vous me parliez durant la pause, Paris-Marseille, on fait ça en combien de temps? Ah, Paris-Marseille, lui, il va vraiment beaucoup plus vite. Je pense que c'est 330 km/h. Est-ce qu'on pourrait faire ça, nous, 330 km/h, puis faire du Montréal-Toronto en 2h30? Bien, c'est ce que j'étais dire à la communauté d'affaires de Montréal. C'est que là, on a une carte, on a un projet, on est bien né. Je dirige une belle équipe de développement et on a 3 consortiums privés qui sont en train de nous déposer une multitude de scénarios. Et on leur dit, il faut atteindre 200 km/h minimum et proposez-nous des scénarios sans limite de vitesse où on va réduire les temps de trajet au minimum. Ça prend quoi? On bâtit quoi? On va où? On passe où? Et donc, avec ces partenaires-là, on regarde ça et on va choisir ce partenaire-là d'ici l'automne et on va amorcer le développement. Et c'est on ne peut pas savoir c'est qui les 3 consortiums, bien sûr. Les 3 noms sont connus, oui. C'est quoi les 3? Cadence, Connexion et Intercité. Et eux-mêmes, ce sont des consortiums de plusieurs compagnies québécoises, canadiennes et internationales. Donc, 3 consortiums costauds, compétitifs. Et on va en choisir un pour être notre partenaire pour le développement du projet. Qui va le choisir? C'est le gouvernement, dans le cadre fédéral? du processus qui est en... Oui, le gouvernement fédéral. Donc, nous, on supporte le gouvernement fédéral présentement dans cette analyse-là. Et par la suite, à partir de l'automne, bien, nous récupérons la relation avec le partenaire et on fait ce développement-là. Ça, c'est important. C'est du co-développement qu'on va faire avec eux. Est-ce que dans les 3 consortiums, ils ont le droit de déposer un projet de TGV? Ils sont obligés de déposer un scénario à un minimum de 200 km/h, qui est déjà plus ambitieux. Ils sont obligés de déposer des scénarios sans limite de vitesse. Et donc, on a tous ces scénarios-là et on va les mélanger puis on va se dire quel est le meilleur scénario à construire pour les Canadiens pour les 100 prochaines années. Est-ce que ce sera le moins cher? Le coût, on va l'établir quand on va choisir notre partenaire. Parce qu'il est trop tôt pour dire quel pont, on entre comment à Montréal, on sort comment à Toronto. Donc, on va choisir, encore une fois, ce partenariat-là, et on va le développer pendant 2, 3, 4 ans. Et c'est pendant cette phase-là d'ingénierie et de choix avec eux qu'on va savoir combien ça va coûter en fonction des paramètres qu'on va décider. À peu près combien? Je ne peux pas vous le dire. Ce que j'ai dit en blague aujourd'hui... 100 milliards, c'est combien? La blague que je faisais aujourd'hui à la Chambre de commerce, c'est on veut acheter une maison. On l'achète ça à Toronto, à Drummondville, 1 étage, 2 étages. On n'a pas encore déterminé... Il n'y a pas d'ordre de grandeur.
Ben non, parce que la largeur de la patinoire n'est pas déterminée. On doit prendre le temps de le faire avec le privé. Autrement dit, Conséquent comme infrastructure, si on devait c'est aller très vite, c'est-à-dire avec une vitesse pas loin du TGV, il faudrait enlever certains obstacles. On ne peut pas passer sur des passages à niveau où il y a une simple barrière qui tombe, par exemple, sur une route devant un véhicule qui s'arrête. Ce sont des contraintes qu'il faut absolument prendre en considération. Plus on va vite, moins il peut y avoir ce genre d'obstacles-là. Et dans les deux cas, ça prend des voies qui sont dédiées. Il faut que ce soit électrique, mais ça prend des voies qui sont dédiées pour être le plus fiable possible. Il faut se tasser du CN puis du CP pour qu'eux aussi aient des voies qui sont rapides. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que votre projet va marcher puis va être intéressant pour le public s'il va vite, si c'est plus intéressant qu'en automobile, puis c'est même plus intéressant que de prendre l'avion? Bingo! Le projet va se réaliser quand les communautés vont dire « Moi, j'abandonne ma voiture pour prendre mon train électrique parce qu'il m'amène rapidement à destination. » Il faut que le train électrique Comment fasse ça. rapide? C'est ça qu'il faut le déterminer. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, Montréal-Toronto, aujourd'hui, on fait ça en 5h30 à peu près. Demain, on le fait en... Bien, ça, c'est quand c'est pas arrêté parce qu'il y a un train de Absolument. marchandises en avant. Parce qu'on n'a pas nos rails. Mais demain, est-ce que c'est 3h15, 3h, moins de 3h? Bien, c'est des scénarios qui sont possibles et envisageables en fonction des différents scénarios qu'on discute avec le partenaire privé. Est-ce qu'on va, par exemple, demander, si on va loin là, dans ce projet-là, on pourrait-tu demander de ne plus avoir de vol entre Montréal et Toronto, ou moins de vols aériens entre Montréal et Toronto, pour des raisons écologiques, puis pour faire fonctionner le train, que la demande soit beaucoup plus grande? Bien, ça ne m'appartient pas. Je ne suis pas dans la chasse aux passagers des avions. Mais la loi de la gravité, c'est très fort. Si c'est aussi vite ou plus vite, puis ça coûte moins cher, puis c'est moins émissif au niveau environnemental, les prochaines générations vont sauter dans le train avant de faire d'autres choix. Comme on le voit présentement en Europe, où même les vols courte distance dans certains pays commencent à être interdits. Selon le professeur Michel Archambault, qui cite plusieurs études, 90 des passagers aériens et près de 15 des automobilistes vont troquer l'avion et l'auto pour un TGV parce que ça va vite puis parce que c'est efficace. On le fait, le choix, là. On n'est pas fou à temps plein. On va développer un scénario qui plaît aux utilisateurs. Si on est pour le faire, il ne faut pas se tromper. Il faut faire quelque chose qui va s'assurer que les Canadiens vont l'abandonner leur char pour sauter dans le train. Alors, Donc, il faut qu'on soit rapide. Oui, je veux juste te montrer le trajet qui est envisagé du TGF Toronto-Québec, qui est différent de ce qu'on a en ce moment, des voies qui sont obstruées par les Ils sont pas obstrués, c'est que les voies appartiennent au CN et au CP. Et j'ai milité, moi, pour des chaînes d'approvisionnement qui étaient vraiment résilientes. Mais ça, c'est des nouvelles voies complètement? Ça, ce sont des voies qui sont dédiées. Donc, ce corridor-là, qui va être perfectionné au fil du temps, je ne suis pas en train de vous dire que ça va être exactement ce corridor-là. Ce sont des lignes assez à haut niveau. Mais les 7 arrêts que vous voyez sont les 7 arrêts prévus pour ce train rapide-là. OK. Et c'est 60 de la population canadienne, 40 du PIB qui est relié dans ce corridor-là. Donc, décision quand? Décision à l'automne sur le choix du partenaire. Et ensuite, on fait notre travail sous-marin et avec les communautés sur on veut bâtir quoi, quand, comment, et nos approbations je monte dans ce train 3-4 en quelle année, moi? Bien, 3-4 ans de développement, puis le premier tronçon peut-être un 4-5 ans après. Donc, moi, je vous dis en blague aujourd'hui, j'ai 51 ans. C'est sûr que je prends le train avant ma retraite, puis on ira prendre une petite traite de train rapide ensemble à ce moment-là. J'espère que vous ne prendrez pas votre retraite trop tôt dans ce cas-là. Merci beaucoup, M. Merci à vous, toujours un plaisir. Merci bien d'avoir été avec nous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.